Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Messages à caractère informatique, 28e épisode numéro 27. Nous sommes le 13 janvier 2021 et aujourd'hui je suis accompagné de gens merveilleux tels que Julien Durillon. Bonjour Julien, qui êtes-vous? Bonjour, bien je suis Julien, je suis développeur Ops et tout chez Clever Cloud et en ce moment je fais de la factu et je profite du DVD qu'on m'a offert à Noël du film Freaks qui est sorti il y a 1 ou 2 ans et qui est très très bien et que je vous invite à regarder. Ah, le placement produit. Bonjour Quentin Adam, qui êtes-vous? Bonjour, chez Clever Cloud, je fais beaucoup de choses, voilà. Et du coup, en ce moment, qu'est-ce que je fais d'intéressant? Que des trucs dont je peux pas trop parler en public. Donc non, voilà, je fais des trucs intéressants. Non. Ah si, et je transforme mon laptop Linux en brique aussi. Ça, c'est ma deuxième activité. Le soir, je transforme mon laptop Ouais, Linux est-ce en que brique. l'année du desktop Linux commencera au moins après le 13 janvier? Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est après le CES. C'est après le CES. Tu sais bien que l'année commence par le CES, voyons. C'est Il n'y a vrai. que ça d'intéressant. Et je suis aussi accompagné de Arnaud Lefebvre. Bonjour Arnaud Lefebvre, qui êtes-vous? Bonjour, Arnaud, je travaille chez Clever Cloud et je fais du développement et de l'infra également. Allez, on y va, c'est parti, on commence avec un tweet de Cédric O, qui nous dit ça y est, ça y est. Alors, à prendre avec des pincettes. La French Tech est devenue en 2020 le premier écosystème tech en Europe, selon le baromètre, un baromètre quelconque que vous retrouverez dans le lien, avec 5,4 Non, milliards non, faut de quand même le dire, c'est véhicules. Ernst Young. C'est Ernst Young. C'est un C'est baromètre enseignant. Ernst Young. Ah, c'est quand même vachement bien. Euh, donc, félicitations à la France, qui est donc devenue number one en Europe. Ceci est évidemment lié au fait que la Grande-Bretagne n'est plus en Europe. Euh, mais Ah, néanmoins, la France passe devant l'Allemagne, et donc on a un Cédric O qui est tout content. Bon, tout ça pour vous dire que globalement, la tech se porte bien en Europe, en France en particulier, et qu'il y a des fonds pour lever des boîtes. Et donc, on peut cramer de l'argent sur de la tech en France. Ça veut surtout dire qu'on est capable de prendre nos petites victoires où on les trouve, quoi. Alors, quand tu dis on, à qui fais-tu référence? Un avis, Arnaud Quentin? bah moi je trouve ça bien, hein, voilà. Enfin je sais pas. Écoute, Euh... On a un Cédric O qui est content. ouais voilà. Non, mais enfin, moi, écoute, je trouve ça très, très, très bien qu'on continue à lever de l'argent, valoriser des boîtes. Je trouve ça très bien. Ça m'enlèvera pas de l'idée que je trouve que il y a une certaine déconnexion entre l'innovation technologique, la tech et les gens qui créent des boîtes qui sont quand même beaucoup orientées usage, beaucoup orientées service. T'as de très belles boîtes. Enfin, je suis pas en train de cracher sur le fait que c'est des mauvaises boîtes en fait. Enfin, t'as de très très belles boîtes, mais qui selon moi sont beaucoup sur de l'innovation liée à une façon de vendre, liée à un modèle si tu veux. Si tu prends une boîte comme Blablacar par exemple, qui fait partie des succès français, c'est pas une innovation tech, c'est une innovation d'usage wrappée dans de la tech. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense qu'aujourd'hui... T'es en train de dire que Blablacar a fait une WeWork, là, c'est pas très sympa. Ah non, non, pas du tout. WeWork avait pas du tout d'innovation, et Son du usage coup... frappé dans de la tech, Non, s'il non, il n'y n'avait avait pas pas par du tout ailleurs. d'innovation chez WeWork. Il n'y avait pas du tout d'innovation. Enfin, la plus grosse innovation chez WeWork, elle était mathématique. C'était considéré que un milliard vaut 1 million, et ça c'était un assez joli coup, tu vois. Enfin, c'était une innovation mathématique intéressante. Mais sorti de ça, un truc comme Blablacar, c'est une très belle boîte, mais je pense que tu vois ce qui manque en France, c'est le lien entre entrepreneurs et tech au sens chercheur scientifique ou développeur, qui va du coup te vendre une technologie et qui va transformer un marché par la technologie et non pas transformer un marché en utilisant de la technologie. Tu vois ce que je veux dire par là? euh, une boîte, enfin si tu veux, je vois pas en France une boîte comme Apple débarquer et dire on va faire des processeurs maintenant qui sont mieux que les autres parce que, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, en France, être technicien et vendre une innovation technique
en l'apportant au marché, ça marche pas, parce que personne ne t'écoute. Dans le marché de financement, de machin, etc., personne n'a envie de t'écouter. Ce qu'on finance, c'est de l'innovation d'usage, parce que les gens qui sont là sont sur l'usage. Si tu as des nouvelles de Fabrice Bellard et ses nouveaux petits camarades d'ailleurs. Oui, enfin par exemple en France, on a une boîte qui s'appelle Amaris Soft, donc ils font des antennes 5G. Donc vous savez les fameuses antennes 5G qui pourraient être produites que par Huawei, bah non, factuellement vous avez les antennes d'Amaris Soft qui a une pile 5G entière en software et donc c'est créé. Enfin le mec qui a inventé la tech aujourd'hui, ils sont nombreux dans la boîte, mais le mec qui a inventé la tech c'est Fabrice Bellard, le mec qui a inventé FFmpeg, QEMU, etc. Enfin, et typiquement, outre le fait qu'aujourd'hui on tire dans les pieds de cette boîte-là en empêchant le déploiement en France en faisant n'importe quoi, mais ça c'est un autre problème. Typiquement, on ne va pas soutenir cette boîte-là alors que tu vois, on est dans un marché où tout le monde se pose des questions de souveraineté sur l'infrastructure 5G. On a une réponse qui est extraordinaire, enfin qui est technologiquement extraordinaire. Et aujourd'hui, le soutien qu'on offre à cette réponse-là, c'est rien, tu vois. Et j'avoue que je comprends pas très bien. Alors effectivement, tu vas sur le site d'Amaris Soft, c'est compliqué. Enfin, voilà. Donc moi je trouve que c'est à la fois une bonne nouvelle et en même temps c'est très symptomatique de la situation dans laquelle on est, où on est sur une French Tech qui est assez déconnectée de la tech et qui est assez déconnectée de la notion de chiffre d'affaires aussi. Voilà. Enfin, on parle de levée de fonds et de valorisation, on n'est pas du tout en train de parler argent marge, quoi. Ok. Je ne sais pas comment faire de transition avec ça. On va rester dans les trucs français et on va parler d'OVH. Non mais attends, après par contre on peut dire que c'est le rôle de Cédrico de se réjouir de ce genre de truc. Ah mais complètement. Enfin, je veux dire, c'est normal qu'on s'en réjouisse et c'est quand même une bonne nouvelle. Évidemment, on peut voir ça comme une petite mesquinerie, parce que du coup, c'est parce que le Royaume-Uni est parti que... Mais réjouissons-nous. Et bref, OVH obtient la certif SecNum Cloud, qui était, je crois, dispo avant déjà chez Outscale. C'était globalement la annonce du OVH Summit au mois de novembre ou décembre, je ne sais plus. Alors, juste qu'on précise, ils obtiennent SecNum Cloud pas sur tout OVH, mais sur un périmètre précis. Voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est le Hosted Private Cloud d'OVH qui globalement est le VMware as a Service d'OVH. On peut continuer à spignoler sur la souveraineté. C'est VMware. Qu'est-ce que SecNum Cloud du coup? Parce que... SecNum Cloud, c'est une norme, c'est une certification portée par l'ANSI de cloud souverain et sécurisé. De cloud permettant la souveraineté, pour être plus précis, parce que tu peux être SecNum Cloud sans être français, et sécurisé. Et donc c'est une vision de la sécurité portée par l'ANSI. Et en fait, pour l'instant, c'est quand même on n'est pas 6000 à l'avoir. Il y a pas, je sais pas tout à fait combien de gens ont la SecNum Cloud pour l'instant. Le but de l'ANSI est, donc nous pour l'instant on l'a pas du tout, hein, c'est pas du tout ça, mais il n'y a pas beaucoup de monde à l'avoir. Et le but de l'ANSI, tu vois, rapidement, c'est de faire une réponse au Cloud Act et surtout à la fin du Privacy Shield et de proposer une stack qui ne tombe pas sous le Cloud Act. En gros, c'est ce qu'ils disent à la fin de l'article. Ouais. C'est le raccourci rapide. Ouais, ça c'est beaucoup l'annonce OVH. Après, le but de SecNum Cloud, c'est de permettre de la part de l'ANSI d'annoncer un niveau de sécurité et de certification qui pourrait du coup être demandé dans des marchés publics ou des gros marchés de grosses boîtes en disant nous on achète à partir du moment où ça rencontre le standard X qui du coup serait SecNum Cloud. Bon, il se trouve que pour l'instant il y en a pas assez de gens qui ont du SecNum Cloud, mais quand tu crées une nouvelle norme comme ça, c'est normal que ça prenne du temps dans le marché. Tu la ponds, les gens l'appliquent, ils l'obtiennent, ça donne à la norme son truc, et donc après tu peux faire des appels d'offres centrés dessus. Mais la vision de l'ANSI, c'est de pouvoir pousser comme ça le fait que ça devienne une brique de garantie de base dans les contrats, quoi.
Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que, et c'est pareil pour globalement toutes les certifs, je pense à HDS en particulier, où tu as des stacks qui permettent aux développeurs ou aux admins de déployer n'importe quoi, parce que c'est le but du cloud, c'est de pouvoir faire déployer des trucs. Et en fait, ils certifient cette stack-là, et après, c'est bon, c'est certifié. Mais alors, les mecs peuvent déployer ce qu'ils veulent derrière, et tu vois, c'est un truc que je ne comprends pas. Est-ce que ça par-dessus reste. Les briques de base sont certifiées, mais après, toi, tu peux faire n'importe quoi, c'est open bar. Mais en fait, si tu veux, c'est l'histoire de ces certifications-là, elles ne sont pas passées au monde DevOps. Donc en fait, si tu veux, on a Dev, on a Ops, et donc en fait, on va certifier la partie infra Ops, tu vois, et puis bah le reste, rien à carrer. Et en fait, si tu veux, les certifs, elles ont pas réussi, je trouve, encore à passer la barrière. Et c'est bizarre parce que par contre, à l'ISO, des specs comme ISO 27001 ou 9001 sont des specs de management qui voient une vision globale et transversale de la production. Et, enfin, sachant qu'un truc comme 9001, ça a été créé pour l'industrie à la base. Enfin, la question, c'est est-ce que en fin de chaîne de ton usine, il y a des tests qualité, comment tu requalifies tes capteurs enfin, est-ce qu'ils sont réétalonnés toutes les semaines, etc., etc. Enfin, tu vois, c'est un truc très carré. Et en fait, notre industrie sait pas exactement encore comment le prendre. Et pour moi, tu vois, aujourd'hui, la division et l'espèce de mur de Berlin qu'il existe entre les devs et la prod, enfin la prod et les devs, tu vois, et qui est en fait cette histoire de DevOps qui n'a toujours pas été résolue. Parce que dans la plupart des endroits, tout simplement, DevOps, qui était l'idée, on va fusionner les équipes, c'est devenu, bah, il y aura de prod, il y aura dev, et puis il y aura l'équipe DevOps. Tu vois. Du coup, bah, on a créé un troisième camp. Mais aujourd'hui, les prestataires en Secnum Cloud, juste pour vous le dire, vous avez OVH sur Private Cloud, vous avez Worldline, donc les gens qui font les TPE là, qui a un cloud. Vous avez Idnomic Kinetix qui apparemment fournit une PKI en mode SaaS qui elle est certifiée. Vous avez Cloud Temple qui a réussi à faire une infra cloud privée. Et vous avez une plateforme un truc qui s'appelle Wimi Enterprise, qui est un truc de partage de doc. Et pour finir, Keops Technologies, qui est du coup prestataire. Donc, en clair, ce qu'ils ont certifié là, c'est leur infogérance, quoi. T'as pas Outscale dedans? Il me semble qu'il l'était. C'est marrant. Non, c'est ceux qui sont en cours de qualification. Non, attends, je dis de la merde. Ça, c'est ceux qui sont en cours de qualification. Il y en a plus de produits qualifiés. Je dis de la merde. Il y en a bien plus, il y en a plusieurs pages. Il y a une quinzaine de pages de produits certifiés. Je dis de la merde. Excusez-moi. Voilà. Quand tu tapes Secnum Cloud, tu tombes quand même sur prestataire de services d'informatique en nuage. C'est poétique. En nuage, en nuage. C'est beau. Ok. Ouais, Arnaud, t'avais un truc à dire peut-être, je crois. Non, pas spécialement. Je voulais juste qu'on reprécise ce qu'était le Secnum Cloud. Yes. On va rester dans la sécu, on va parler de Signal et de WhatsApp. Donc de Signal et d'une boîte qui appartient à Facebook, globalement. Il faut replacer les choses. Non, WhatsApp. WhatsApp appartient à Facebook. Non, j'ai cru que t'as dit Signal, pardon, je sais pas. Si, il a bien dit Signal, et t'as bien fait de le corriger. Parce que j'étais en train de brain fart de mon côté aussi en mode... Signal est une boîte qui appartient à pas my bad. Ah, d'accord. Ok. Désolé, c'est mon accent de Loire-Atlantique. C'est ça. Ouais, c'est... bref, j'allais faire une vanne sur le fait que j'étais de Vendée, mais on va pas la faire. Signal, à la base, c'est une fondation, c'est pas une entreprise. Et WhatsApp, qui pareil fait du chat qui est censé être encrypté end-to-end, est une entreprise qui a été rachetée par Facebook il y a 5 ans, je crois. Et pendant le rachat, il y avait WhatsApp, Facebook touchera jamais à vos données, d'ailleurs ils n'ont pas accès aux clés, tout ça, c'est pas possible. Et il y avait un truc qui disait que sous 5 ans, potentiellement, ça pouvait changer. Nous sommes arrivés au bout des 5 ans. Et donc, changement de terms and conditions, c'est WhatsApp. Terms and conditions, dans laquelle on a une des modifs, il y a un des tweets qu'on vous a mis,
avec le diff qui dit la partie où Facebook n'aura pas accès aux clés. Cette partie-là a disparu dans les nouvelles, dans le nouveau papier qui explique comment ça marche. C'est un petit peu effrayant. Bah en fait, il y a une vraie volonté d'aller choper toute la data qui est à l'intérieur de WhatsApp de la part de Facebook, et ce, avant de se retrouver divisé par les lois antitrust des États-Unis, manifestement. Enfin, il y a une intégration un peu à la hache là de WhatsApp qui a lieu en ce moment, avec du coup beaucoup de gens qui proposaient de switcher sur Signal. Et en fait, ce qui est très amusant, c'est que du coup, quand tu cherches Signal dans les App Store, tu tombes sur Messenger et WhatsApp, parce que Facebook fait de la pub sur les mots-clés Signal. Et une fois de plus, je repose le tweet de DDH, donc le fondateur de Basecamp, qui disait « J'aimerais bien qu'on m'explique comment des boîtes multimilliardaires comme Apple et Google peuvent aller racketter la totalité des brands du monde en les obligeant à enchérir sur leurs propres mots-clés, sur leurs propres noms. C'est quand même un racket inacceptable. » Et il y a quand même... On va dire que je tape tout le temps sur les GAFA, mais il y a quand même une vraie question sur la façon dont est gérée la pub dans ces superstructures, que ce soit sur ces phénomènes-là qui sont du racket, que ce soit sur la gestion de la fraude. On en a parlé au dernier podcast sur l'exemple d'Uber, mais encore une fois, nous on a eu des exemples chez Clever, et plus je parle à des gens de ça, plus je tombe sur des exemples mais hallucinants, où Google te dit « Ah non, mais excusez-nous, effectivement, on n'avait pas détecté la fraude. » Et t'es là, genre, oui, t'avais pas détecté la fraude, tu prends quand même 30 points de la fraude, quoi. Donc en fait, ça va, tu vois, genre, jusqu'à quel point tu laisses pas couler le truc. Il y a des vraies questions, moi, je trouve, actuellement. Il y a des vraies questions d'hypocrisie sur ce que les gens disent qu'ils n'arrivent pas à faire. Tu vois, c'était Cambridge Analytica. J'ai dit, oh, pardon, désolé. D'un autre côté, t'as, c'est d'actualité, Twitter, quand tu mets un drapal nazi sur ton compte en France, il y a marqué ce compte n'est pas accessible en France, et du coup factuellement ils savent les repérer, tu vois, mais juste ils t'expliquent aux US que ah bah non, ça on sait pas faire, et t'as l'exemple du pays d'à côté qui dit bah si, regardez, vous savez faire. Enfin, t'as jusqu'où ouais, puis sur la détection, en vrai, ils sont quand même forts, parce que notamment chez Facebook, je rappelle que ils sont capables d'être extrêmement précis sur la détection sur Instagram. Si tu vois un sein, est-ce qu'on voit le téton ou pas? Si on voit le téton, c'est de la pornographie. Si on le voit pas le téton, c'est bon, t'as le droit. Je vous rappelle que la différence entre de l'érotisme et de la pornographie, c'est 2 cm de muqueuse. Littéralement. C'est triste. D'ailleurs, en parlant d'Insta, ça me fait marrer. J'ai vu passer plusieurs stories sur Insta de gens qui disaient « Oui, n'essayez plus de me contacter sur WhatsApp, on peut passer par Insta pour discuter. » Et j'étais... Mais en vrai, après, il y a des éducations en fait, à faire aussi complètement. Alors moi, je lutte un peu, tu vois, j'ai mis un auto-respond parce que j'ai évidemment plein de potes sur WhatsApp, donc je suis sur WhatsApp, tu vois, c'est l'époque où il y a 15 ans, j'avais MSN Messenger parce qu'il fallait que j'aie MSN Messenger parce que j'avais des copains moldus qui étaient sur MSN Messenger. Là, c'est pareil. Du coup, j'ai mis un auto-response WhatsApp un peu rude qui dit bonjour, je suis parti sur Signal. Donc, c'est un truc que vous pouvez configurer, vous pouvez le mettre en place pour éduquer vos camarades et les envoyer ailleurs. Et c'est vrai que on sort les rames un peu là sur pourquoi est-ce que j'irais faire autre chose. Tout le monde est là. Pourquoi est-ce que j'irais là-bas? Et il n'y a pas que Signal, hein. Il y a l'autre boîte de Suisse là qui est pas mal. J'ai oublié comment ça. Wise. Wire. Ouais. Il y a Wire aussi qui est sympa. Et en fait, même si c'est très russe, j'ai beaucoup de potes sur Telegram aussi. En Haskell, Wire. En Haskell, Wire. Je crois que c'est du Rust. Non, c'est du Haskell. Ah, c'est parce qu'on s'en est servi pour le Rust Fest il y a 3 ans. Oui, mais c'est du Haskell de partout. Donc il y a des trucs assez amusants là-dessus à regarder. Enfin, c'est du Haskell et c'est extrêmement lié à AWS. Mais je pense qu'il y a une éducation à faire et je pense que c'est pas inintéressant. Mais du coup, je trouve que encore une fois, entre la pub et les intégrations, enfin, c'est assez touchy ce qui est en train de se passer sur ces sujets-là. Juste par rapport aux concurrents, le point principal que vraiment les gens mettent en avant sur Signal, c'est le fait que ce soit pas une boîte, justement, que ce soit backé par une fondation. Ouais, non-profit, ouais, c'est ça. Ce qui est au final un avantage quelque part, parce que je crois pas qu'ils puissent après switch de modèle économique. Enfin, je sais pas comment ça marche, mais j'imagine que ça assure légalement quelques
quelques trucs. Et donc, je m'inscris en faux, je viens de vérifier, il y a bien du Haskell et du Rust dans le backend Wire. Qu'on rappelle, est open source et vous pouvez l'auto-héberger. Non, tu peux pas l'auto-héberger. Le machin est tellement bindé à AWS que genre on a déjà essayé de le On a déployer essayé, ça n'a pas fonctionné. et ils utilisent trop d'API AWS, mais on peut aller contribuer dedans pour essayer de s'en débarrasser. Ça, c'est un autre dossier. Bah, tu de l'auto-héberges sur AWS, non? C'est ça. Voilà, c'est bon. Où on reparle de Cloud Act, puisque, bon, tadada. Bref. Alors, ceci dit, Signal, je sais pas où c'est. Si quelqu'un sait. Curieux de savoir Je sais pas non plus, ouais. où ça a atterri. Parce qu'on est là, on fait les malins, mais ça se trouve, voilà, on ne sait pas. Si vous savez, amis auditeurs, dites-nous. On passe au lien suivant. C'est une nouvelle release de PeerTube. De PeerTube en bon français de Framasoft. Ouais, c'est ça. Avec l'accent nord-atlantique. Moi, je dirais vidéo agrégateur à pair. Mais c'est agrégateur de vidéos à pair. PeerTube, Arnaud Lefebvre. Oui, merci Laurent Deguin. Ouais, PeerTube du coup qui est alors si vous connaissez pas, c'est une espèce de YouTube en mode décentralisé, fédéré et libre que vous pouvez en fait auto-héberger. C'est un peu comme Mastodon si vous connaissez le principe, c'est-à-dire chacun peut héberger sa propre instance PeerTube et uploader ses propres vidéos dessus. C'est pas extrêmement récent la partie fédérée? Alors je sais pas, j'avoue, c'est pas un produit que je suis énormément, mais ça fait un petit bout de temps en fait que j'en entends parler, donc j'ai envie de dire, je sais pas, ça fait au moins quelques années peut-être, mais je me trompe, peut-être. Mais globalement, ils ont sorti du coup une nouvelle version qui permet en plus du coup de faire du YouTube en pair à pair, aussi du live stream du coup. Ils implémentent la fonctionnalité Twitch dedans. Ouais, il y a un tuto avec OBS. C'est ça, pour faire du live streaming directement sur votre propre instance. Donc je crois qu'il y a dans les features, il y a une minute genre, enfin il y a un truc genre, il y a un délai de 1 minute, pardon, ce qui est peut-être un peu beaucoup, mais c'est Ils disent de 30 secondes à 1 minute suivant la configuration du serveur voilà. et la quantité de gens qu'il y a dessus. Sur Twitch, pour un ordre d'idée, sur Twitch, je crois qu'on est plus dans les 5 à 10 secondes max de mémoire, donc voilà. Mais c'est jamais vraiment ça. C'est jamais vraiment ça en plus parce que les gens ils sont pas toujours que sur Twitch, ils passent par un truc qui va publier sur plusieurs en même temps, donc ouais. assez facilement on se retrouve à avoir quand même une bonne minute. Je crois que c'est genre OBS permet de faire ça en effet, de stream sur plusieurs plateformes à la fois. Mais oui, voilà. Donc après, enfin c'est juste un détail débile, hein, mais au final ça permet de voir qu'il y a maintenant une alternative également dans la suite Framasoft pour streamer vos propres contenus. Et dans cette nouvelle version, au-delà de cette grosse feature, il y a aussi un nouveau moteur de recherche, a priori, qui permet de chercher des vidéos donc sur PeerTube à travers toutes les instances PeerTube. Alors, j'ai pas bien compris cette partie-là, parce que chaque instance étant reliée à plusieurs, a priori, avant, c'était déjà possible, en fait, de chercher au final, à travers plusieurs instances. En fait, avant, tu pouvais chercher à travers ce qu'ils appellent ta bulle de fédération, c'est-à-dire que les instances sont connectées les unes aux autres, mais en gros, toi, tu vas être connecté peut-être à 5 instances ou un truc comme ça. Alors, je sais pas exactement à quel point c'est automatique ou à quel point c'est à toi de décider avec qui tu te fédères. Mais en gros, avant, tu pouvais chercher sur ton instance et les 5 autour auxquels tu étais directement connecté. En gros, tu pouvais faire un pas dans le graphe. Et maintenant, le nouveau moteur de recherche te permet d'aller explorer tout le graphe. Tout le graphe, ouais. Atteignable. Ce qui est cool. Peut-être que je trouverai enfin des vidéos que je cherche. Pas. Non, mais ça m'arrive parfois d'aller d'abord dessus et voir ce qu'il y a avant d'aller sur YouTube, parce que avec les pubs sur YouTube, c'est quand même un enfer. Mais moi, je trouve ça vachement cool parce que c'est vraiment ce que les gens reprochent souvent aux alternatives, des trucs un peu social ou un peu. Tu sais, c'est l'effet réseau. Quand tu partais de Twitter à Mastodon, bah, tu te retrouvais sur un Mastodon, il y avait personne. Quand tu lançais ton petit PeerTube, bah, du coup, il y avait personne qui allait parce que tout le monde allait sur YouTube. Et c'est vraiment ce côté, de toute façon, enfin, en gros, c'est l'UX Google qui a un peu fucké tous les rapports à l'auto-hébergement où tout doit être au même endroit avec une barre de recherche. Et évidemment, quand tu commences à faire
ce pourquoi Internet est prévu, c'est-à-dire avoir plein de serveurs partout et pas juste un gros serveur, ça rend les choses un peu compliquées. Et je trouve ça vraiment cool qu'ils se soient attaqués à ce problème-là. Parce que pour moi, c'est vraiment ça résout un vrai souci qui est l'effet réseau. Comment est-ce que tu agrèges tout ce petit monde? Sachant que technologiquement, c'est quand même autrement plus chiant de faire quelque chose de décentralisé que de centralisé aussi. Enfin, faut quand même pas Oui, en l'oublier. plus, oui. Parce que quand on dit c'est moins bien, c'est machin, j'avais dit, enfin, les gars, c'est un autre problème aussi. Enfin, Et puis c'est des gens qui sont pas vraiment payés pour travailler dessus. Je sais pas c'est quoi leur modèle, mais Si, Alors, Light, t'as eu une levée de fonds. Enfin, oui, il y a une levée de fonds, mais enfin c'est. ouais, et en fait, dans les gens qui ont bossé eu un dessus, il y a crowdfunding. Code Lutin. Et Code Lutin, en Son fait, Nantais. de façon Nantais, ça, assez amusante, ouais. Et l'un des premiers stages que j'ai fait au tout début de ma carrière, j'ai repris la maintenance d'une base de code Lutin. Le big up à Benjamin Poussin et à C'est tous beau. ses amis. Mais j'adore ouais, ça, en voilà, gros, en fait, Framasoft, là, sur ce genre de développement, et on en avait parlé aussi pour la sortie de Mobilisons, qui était leur Facebook groupe libre, décentralisé, là. Ils ont vraiment un système ils font du crowdfunding et ils vont vraiment payer des gens pour. Enfin, je pense qu'il y a des bénévoles qui bossent dessus aussi. Ouais, parce que je Mais voulais ils dire vont quand vraiment je disais aligner que les thunes, tu vois, pour. c'est qu'ils font pas enfin leur argent vient en effet des utilisateurs en plus ou moins en direct quand il vient pas tu sais, de pub ou ce genre de choses. Ah oui, bah oui, complètement. Oui. De toute façon, c'est de l'association qui se base C'est sur ça. des dons, etc. Et enfin, moi, je trouve que c'est pas mal parce que j'en parlais déjà sur Mobilisons. Il y a quand même pas mal de projets open source qui sont maintenus tant bien que mal par des gens qui ont un vrai boulot à côté et qui n'ont pas toujours le temps de maintenir tous leurs projets et tous ces trucs-là, quoi. Et parfois, les gens sont des bons développeurs, mais pas forcément des bons designers, intégrateurs, etc. Et ça fait des produits. Enfin, tu vois, c'est pour ça que souvent qu'on reproche au libre de pas être très joli, c'est que c'est fait par des développeurs, quoi. Et pas des Hubert Sablonnières, du coup. Pas des développeurs Hubert Sablonnières. Hubert Sablonnière est développeur, je te permets pas. Ouais, ouais. Je sais, non, mais mais je c'est dis surtout des que, en développeurs fait, qui n'ont pas les compétences d'Hubert sur faire des choses jolies et réfléchir à ça. Et là, ils bossent quand même pas mal, ils ont quand même pas mal bossé là-dessus. Et j'aime aussi beaucoup, là, depuis un peu moins d'un an, je pense. Ou je me trompe peut-être. Hein. Mais ils bossent avec un David Revoil, là, qui leur fait toutes les illus pour déjà les illustrations, enfin, des éléments de graphisme et des illus pour leur blog, etc. Et je trouve que ça donne une patte assez sympa, je trouve, à leur projet, au projet Framasoft. bah, c'est vrai que la partie design est un skill très demandé dans l'open source et qu'il y en a pas beaucoup non plus, donc ouais, c'est pas évident. Puis attends, au-delà de ça, moi je trouve que c'est cool de voir Framasoft aider à livrer un soft propre, utile, pas moche. Enfin, il y a eu quand même un long moment où on se demandait un peu où Framasoft voulait aller, tu vois. Et est-ce que enfin, est-ce que le but n'était pas de faire une sorte de CGT vieillissante du développement, qui n'allait jamais pouvoir être pertinente, tu vois. Là, ils sont pertinents, tu vois, et je trouve que c'est cool de voir Framasoft pertinent. Et ça me fait plaisir et je trouve ça très cool. Et je pense que c'est le moment aussi d'aller peut-être leur filer des coups de main si on peut, quoi. Il y a eu un shift. Excuse-moi, Julie, pour en revenir à cette histoire du X, il précise bien, ils ont bossé avec Marie-Cécile Godwin-Packard, qui est. Merci, je trouvais pas le nom. Qui est spécialiste UX et qui vraiment, qui fait du design UX et qui a vraiment bossé avec eux pour refondre le menu, toute l'expérience qui fait que ça a effectivement l'air d'un produit moderne. Mais ouais, j'ai vraiment l'impression que depuis, alors je pense qu'avec les différents développements, ça fait quand même 3-4 ans, mais là il y a pas mal de choses qui sont sorties récemment, que Framasoft a vraiment fait un shift entre on est une bibliothèque de ressources sur voilà les projets libres qui existent et voilà comment les installer sur vos serveurs. Et on en héberge un petit peu aussi pour montrer que le libre ça existe. Ils ont fait un shift de on est une bibliothèque de projets libres qu'on a grappillé par-ci par-là et pour vraiment on est éditeur de logiciels libres, quoi.
Et moi, ça me plaît bien. Alors moi, il y a un truc qui m'a gavé, et je dis qu'il y a un ticket ouvert depuis super longtemps, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai du mal à faire tourner Peertube chez Clever, c'est que le stockage S3, il n'est pas vraiment là. En fait, tu peux pas utiliser des objets, tu peux pas stocker des objets dans un simili S3 genre Cellar. Il t'explique que pour faire ça, il faut passer par Fuse pour monter un bucket S3 sous forme de file system. Classique. Pour pouvoir mettre à disposition les vidéos. Et moi, ça me chagrine un peu. Je veux dire, bon, ok, ça fait le taf, fine, mais à la base, c'est pas comme ça qu'on sert de ce genre de choses. Et je sais pas, je crois qu'on n'a pas Fuse malheureusement sur les images. Et la dernière fois que j'en ai parlé à Marco, on m'a renvoyé dans mes 22 gentiment en expliquant que ça allait pas être possible. Du coup, pour l'instant, je suis un peu embêté. Et c'est un des trucs que je reproche beaucoup à pas mal de projets Framasoft, mais qui est difficile de faire un vrai reproche là-dessus, c'est que comme tu le disais, souvent c'est des hobbyistes ou des gens qui ont autre chose à foutre que de passer plein temps là-dessus. Et quelquefois, tu as des petits raccourcis d'architecture qui me chagrinent. Après, peut-être que c'est pas si compliqué à implémenter et qu'on peut aller faire une PR, tu vois. Et alors, ah ben complètement. Puis dans les issues, il y a une issue qui va plaire à Arnaud, IPFS to store vidéo. Voilà, je dis ça. Yes. Bah voilà, du coup on n'aura plus besoin de S3, c'est bon. Ça. Non, c'est oui, il y a un petit côté dans cet écosystème-là, on aime bien le file system. Mais ça, c'est le côté auto-hébergé, t'as un file system à toi, tu tapes dedans. Tu vois. Bref, avançons peut-être, non ? Absolument. Si vous n'avez plus rien à dire, nous allons passer à CockroachDB qui a levé 160 millions de dollars. 160 millions de dollars en série E. Nous sommes donc à un total qui approche les 350, soit globalement un peu plus que ce qu'a fait Pulsar juste sur sa dernière série. Bam! Et donc CockroachDB, pour ceux qui ne savent pas, c'est une base de données compatible avec Postgres. Globalement, tu peux prendre un client Postgres et causer à Cockroach, qui est massivement distribuée et résiliente, d'où le nom de CockroachDB. Le truc est increvable. Tant que NTP. Voilà, c'est ça. Je cherchais comment l'amener. Sous le protocole de congruence de nos amis de Cockroach est globalement basé sur NTP, c'est-à-dire l'heure qu'il y a sur vos serveurs. Donc, si vous avez des serveurs partout dans le monde, il faut être sûr qu'ils soient exactement à la même heure. Tu vois, le truc que Google avait réglé chez Spanner avec des horloges atomiques sur toutes les machines qu'ils utilisent, eh ben, Cockroach, il propose de faire pareil, mais avec NTP. Bon, en vrai, ça tient vachement bien. Il y a plein d'exemples de gens qui utilisent ça, qui sont très contents, et il faudra qu'on se penche un peu plus là-dessus. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que les boîtes de DB continuent à lever plein de pognon, toujours pour aller taper Oracle. C'est toujours comme ça qu'on te le présente. Le but juste d'aller piquer le marché d'Oracle qui est en train de claquer. Mais juste là, c'est du gratuit, Cockroach, ou il y a aussi des plans payants? Je sais pas, c'est un peu comme Mongo ou... C'est open source available. C'est un peu comme Mongo. C'est une licence à la con qui t'explique qu'on est open source, mais en fait, pas vraiment. Ok. Ouais, c'est de l'open source. C'est du à la source base available open license. core, et puis maintenant ils se défendent contre AWS et compagnie. C'est pas open core, hein, c'est faux open source, comme le dit Brian Cantrin. Je vous invite à aller voir les blogs de Brian Cantrin sur ce sujet. Ils ont changé la licence pour un truc encore plus pénible. C'est du faux open source. Bah, c'est-à-dire que tu peux pas vraiment faire ce que tu veux avec. C'est du source available. Ok. Et du coup, par contre, ils ont lancé un Cockroach DB as a service, je suppose, un cloud. Je regarde, la plupart des boîtes ont DB qui lèvent de la thune en ce moment, c'est pour lancer leur service cloud, qui en général est un opérateur Kubernetes qui permet de déployer leur DB chez toutes les off-cube managées des gens. C'est souvent comme ça que ça se passe. Je dis pas que c'est comme ça tout le temps, mais c'est le trend actuel. J'aimerais bien vérifier quand même que je dise pas de conneries en allant sur le GitHub de Cockroach, mais il me semble que c'est une licence comme ça. CockroachDB. Licence BSL is variously licensed under the Business Source License, the Cockroach Community License, the MIT License and the BSD License. Bon, c'est un peu le bordel. J'aimerais bien tester un jour cette DB, depuis le temps qu'on en parle. Monsieur.
Écoute, on commence à avoir des zones un peu partout dans le monde. Ça peut être intéressant Ça peut être marrant, ouais, c'est vrai. d'en connaître une à Singapour, une à Roubaix et une à New York ou à Et Montréal. paf, la latence. Et paf, la latence, mais NTP est là pour te sauver. Bref, on enchaîne avec une news qui date un petit peu, mais on n'avait pas encore eu le temps d'en parler. C'est arrivé en décembre. PrestoDB, donc qui on me rappelle est un espèce d'agrégateur de... Comment est-ce que tu veux présenter ça? C'est un wrapper qui permet de faire du SQL sur plein de DB différentes, et surtout qui permet de faire des jointures sur des DB différentes, ce qui est assez cool. Ouais, c'est de la MetaDB, de la virtualisation de la donnée, comme on dit. Tu vois, ça te permet de... En fait, tu tapes une commande SQL, tu peux taper sur multiples DB et moult DB en même temps. Et même des technos qui sont pas SQL dessous. Hein. Ouais, tu peux taper dans du S3, tu peux taper dans du Pongo, tu peux taper dans des tas de trucs. Donc c'est une sorte de métamoteur de SQL au-dessus de tout, que nous on utilise chez Clever et sur lequel on va baser des produits par ailleurs. Qui est un produit qui à la base vient de chez Facebook, qui a été utilisé un peu chez tout le monde, notamment je sais qu'Airbnb s'en servait énormément. Uber, enfin ils sont plusieurs, ouais. Notamment t'as un certain nombre de choses qui ont été faites avec Spark, avec des gens qui utilisaient ensemble Presto et Spark. Et ça fait quelques mois qu'il y a manifestement un problème dans la communauté, avec des espèces de... Il y a un schisme. Ouais, globalement, comment résumer les choses bien? T'as les gens qui étaient chez Facebook qui sont sortis pour monter une boîte autour. T'as les gens qui étaient chez Facebook qui sont restés avec Facebook qui s'est dit qu'en fait c'était intéressant. Et t'as des anciens de Couchbase qui sont sortis pour créer une boîte, qui sont alliés avec une partie des gens. Ils étaient déjà sortis dans plein de boîtes avant. Alors si tu veux, il y a une fondation Presto. Donc c'est la marque c'est nous, Presto c'est nous, qui sont donc Facebook, Uber, Twitter, Alibaba, à Lucio et à Anna. Mais une fondation qui est assez récente, on va dire, elle est pas si... En fait, la fondation, elle date de septembre 2019 quand même, donc ça fait plus d'un an. Parce que Presto lui-même est quand même assez récent, entre guillemets. Et donc sur Alucio et Ahana, ce sont effectivement des ex-Couchbase dont l'habitude est de choper des projets Apache et de monter des boîtes dessus et de prendre de l'argent de VC. De prendre de l'argent, de cramer de l'argent de VC et de faire des merges de produits que d'autres voient comme des forks de produits, ça dépend comment tu le vois. Tout ceci est une question de perspective. Donc effectivement, il y a beaucoup de boîtes. C'est vrai qu'à la fin, ça finit souvent par des produits où tu prends beaucoup de scotch bien duct tape, tu prends plein de produits, tu mets du scotch. Et... c'est la bonne vieille plateformisation qui attend tous les produits qui lèvent de l'argent pour s'ouvrir à d'autres marchés. Tu finis par répondre aux besoins de tout le monde. Et donc, pour répondre plus vite aux besoins de tout le monde, tu achètes ou tu intègres des produits. Par exemple, OVH, pour répondre vite aux besoins du cloud, ils ont annoncé qu'ils allaient acheter plein de boîtes qui font du dev pour répondre aux besoins de tout le monde. Et Couchbase, pour répondre aux besoins de tout le monde, ils ont intégré plein de projets différents. Donc c'est génial parce que du coup, tu as un process C qui lance du Erlang, du Java, du Go. Merveilleux. C'est pas mal ça. Bref. Voilà, il y a plein de boîtes dessus et c'est le bordel. Le fichier initd de Couchbase à une époque, il était vraiment drôle. Il était vraiment très très drôle à lire. C'était le manifeste pour cloner tous les repos. Ça, c'était un bonheur absolu de le maintenir. Non, mais par contre, donc il y a en fait, du coup, il y a une partie des gens qui sont partis renommer le bordel TrinoDB, parce qu'en fait, du coup, il y avait deux fondations, une sous l'égide de la Linux, une avec Facebook, une whatever. Enfin, c'est devenu un peu bordel. Ça s'est merdé. Ça a toujours été Linux Presto. C'est eux qui ont la marque, et les fondateurs, ils ont dit, niquez-vous, nous, on n'est pas d'accord, on va faire notre truc, ça s'appelle Trino. Et donc, alors moi je trouve ça hyper dommage, ça fait globalement 1 an et demi, 2 ans que c'est le bordel, c'est hyper dommage pour la techno, enfin je trouve que c'est très triste, parce que ça crée du fousse autour de la techno et c'est pas très top. Donc là les gens de Trino ils sont partis, ils te disent nous on fait des commits, on fait des features, les autres qu'ils aillent crever quoi. C'est un peu ça le message. En tout cas ils ont sorti leur première version nommée TrinoDB, le truc avance.
je sais pas trop comment ça va se passer. Enfin, d'expérience, en général, ce genre de truc, ça finit par un merge un peu pénible dans quelques années, quand les esprits seront retombés, tu vois. C'est ce qui s'est passé sur Node, où IO, tu vois, a été mergé dans Node, tu vois. Enfin, Ce qui est intéressant à la fin, c'est si tu as un écosystème aussi cool que celui de Postgre, où Postgre, c'est la même base de code, tout le monde s'entend bien, tu as plein de boîtes qui ont plein de contributeurs Postgre qui font du business là-dessus, et c'est un modèle qui fonctionne, tu vois, ça existe. C'est pas forcément un modèle qui est compatible avec les VC et l'approche on va niquer le marché et on va devenir le numéro un. Mais c'est un modèle qui peut marcher. Et là, le problème, c'est bon, t'as Ana, t'as Starbus Data, t'as Lucio. Enfin, tout ça, c'est des boîtes dont le métier est de faire du presto. On ne sait pas s'il y en a. Il y en a probablement d'autres. Et on ne sait pas comment ça va se terminer. ouais, je pense que l'un des soucis, c'est quand tu lèves de l'argent avec comme discours vis-à-vis des VC de dire, je vais embaucher tous les contributeurs core de telle techno. Et en fait, du coup, tu te retrouves dans une logique un peu débile où globalement, tu piques tous les contributeurs core d'une techno, ils doivent être chez toi. Et du coup, tu désopen sources la techno et au lieu de créer un produit au-dessus de la techno, tu essayes de privatiser la techno. C'est ce qui s'est passé avec plein de technos. Enfin, des exemples comme Kafka, par exemple, c'est littéralement ça, quoi. Où, en fait, ils ont créé la boîte autour de Kafka et ils ont embauché tous les contributeurs. Ok. Voilà. Donc, en parlant de boîtes et de modèles de embaucher des contributeurs, je propose de passer à Wasmer directement. Wasmer, c'est quoi? C'est un standard pour faire du WASM write once, run everywhere. Alors, Nous, non, c'est ce Wasmer, qu'on c'est utilise pour le pass, c'est par une exemple. implémentation d'une VM WASM, si je dis pas de bêtises. C'est celle qu'on utilise chez Clever par ailleurs pour le FAS. C'est ça. Pour face. C'est comme on pourrait avoir l'implémentation, c'est la VMJS de chez Node ou de chez Firefox, peut-être. Firefox, etc. ouais. Et on vous met un lien où voilà, ils vous expliquent qu'ils ont plein d'investisseurs et que c'est cool et que l'avenir est brillant pour Wasmer qui est sorti en 1.0 très récemment. Et le lien présente Wasmer sous l'angle suivant. La première génération de l'informatique, c'était le bare metal. Ensuite, il y a eu les VM. Ensuite, il y a eu les containers avec Docker. Et la quatrième, ça va être les machines, enfin les VM WebAssembly. Ouais, oui, genre t'as pas un full système, t'as juste en fait ton programme qui tourne. C'est du kernel-less, Mieux, comme ouais, on aime voilà, on va l'appeler. dire ça. Ouais. Qui peut tourner dans le browser, qui peut tourner directement sous forme de VM, Dans comme du on fait pour, FAS ou d'autres, ouais, voilà. pour notre fonction as a service. Avec une quote de Solomon Hykes qui dit que si Wasm avait existé en 2008, nous n'aurions pas eu à créer Docker. C'est voilà, c'est là ça l'importance de WebAssembly, c'est le futur de l'informatique. Non, mais je pense que ce qui est marrant, c'est que le mec qui a écrit ça, c'est un des investisseurs en fait dans Wasmer, Dominique. Ouais. J'ai fait des calls avec Dominique pour lui expliquer pourquoi il fallait investir dans Wasmer. C'est pour ça que je suis d'accord en fait avec cet article. Parce que globalement, c'est ce que je lui ai expliqué. Mais Ouais. Ce qui est quand même intéressant dans la techno WASM, et puis même avec Wasmer, si je dis pas de bêtises, c'est que ouais, quand on dit write once, run everywhere, c'est vraiment everywhere, c'est-à-dire que on peut avoir tout un tas de petits trucs en WASM qui peuvent tourner sur du edge, enfin sur des mini machines en bord de réseau, etc. Et on peut aller en mettre partout en fait des VM WASM et ça prend pas énormément de place. non, Moi, ça me c'est traumatise surtout. parce que j'ai déjà entendu ça avec la JVM SGI il y a 30 ans, donc, enfin 30 ans, j'exagère. Bah, cela dit, ils ont réussi leur pari à côté JVM, alors pourquoi pas ici, non? Je sais pas. Hein. Écoute, on verra bien. Il y a plein d'idées merveilleuses pour implémenter des trucs en WASM. Par exemple, implémenter Samba, SMB en WASM. Mais ça c'est Ouais, on flippant. vous met la démo. En fait, il y a quelqu'un qui a recompilé Samba en Wasm. Alors Et Samba, à la qui base, du c'est en coup. Python, donc il l'a réécrit pour WASM. Et Attends, du mais coup, en fait, qu'est-ce que Samba surtout? Samba, c'est le protocole de fichiers
qui permet de partager des fichiers par Microsoft. Vous savez, le fameux le partage de réseau Microsoft. Et en fait, il arrive globalement avec un socket à parler sur le réseau et à faire du Samba en WS and Socket Data. Et du coup, ce qui est génial dans l'histoire, c'est que du coup, il liste les repositories Samba depuis son browser. Alors, je pense qu'il faut qu'il autorise des trucs quand même du browser pour être capable de faire ça. Mais c'est vrai que c'est à la fois enthousiasmant et absolument flippant. Ouais. En fait, je pense que c'est le genre de choses où tu te demandes si tu es censé le faire et le présenter à l'humanité, ou plutôt le cacher dans un coin. C'est ça. Et le type dit quand même qu'il a mis 2 ans. Il a Ouais. bossé 2 ans dessus pour pouvoir sortir son truc. Et là, tu dis, C'est un est-ce que taf ça valait monstrueux, le coup de passer 2 ans pour ça, quoi? C'est ça. Ouais, on va lui filer un ignoble Ouais. price. Non, mais enfin, je trouve ça hyper cool. Et Samba, c'est du C. Hein. Lui, il utilisait une implémentation Python pour la lire, mais Samba, le serveur Samba en Linux, il est en C. Hein. Ouais. C'est Et assez vieillot. on va souvent passer des feuilles de sécurité dedans. Ouais, mais le protocole est pas ouf non plus. Enfin, faut quand même être aussi un peu honnête sur ce qui se passe. Mais je pense que ce qu'il faut comprendre sur WebAssembly, c'est que c'est une révolution qui est en train de se faire, qui est hyper intéressante, qui va permettre d'utiliser dans le web des trucs. Ça va poser évidemment des problèmes de sécu, mais c'est obligatoire. C'est ce qui permet de faire tourner les smart contracts dans toutes les cryptos intéressantes aussi. Ça va permettre de faire du edge. Franchement, c'est vraiment une belle techno qui est cool. Et je pense que c'est une bonne chose que ça existe, au global. Yes, dans la série, c'est une bonne chose que ça existe. Passons au lien suivant et parlons de Let's Encrypt. Ces transitions sont vraiment incroyables. Let's Encrypt. Ouais, Let's Encrypt, ils avaient quelques problèmes dans ces derniers mois, puisque en fait leur certificat root, alors tu me corriges Julien évidemment, mais leur certificat root en fait allait bientôt être expiré, je crois, ou en tout cas la cross-signature avec une autre CA pour le support de vieux matériaux allait bientôt être expirée. Ouais, enfin il y a un certain nombre de trucs qui allaient expirer, Voilà. et en plus ils avaient la volonté de générer des nouveaux certificats à route, ou intermédiaires, je sais plus, qui étaient signés en ED 25519 là, plutôt qu'en RSA. C'est ça, des trucs un peu plus enfin voilà, en elliptique, on va dire, niveau en courbe sécurité. elliptique, etc. Ouais. C'est ça. Et en fait, du coup, en tout cas, ce problème-là d'expiration de CA allait entraîner en fait une incompatibilité en fait pour tous les systèmes Android inférieurs à 7.1.1 qui en fait ne pourraient plus valider les certificats de Let's Encrypt émis puisque du coup en effet le certificat racine ou en tout cas les intermédiaires étaient expirés également. Et donc ils avaient annoncé, je crois, genre en septembre, et puis après ils ont refait une annonce. Enfin, ils avaient annoncé en septembre, du coup, que ça allait casser, genre. Non, ils avaient annoncé il y a 1 an, je crois que ça allait casser en septembre. Puis en septembre, ils avaient annoncé qu'ils allaient repousser pour ensuite changer ça seulement en décembre ou janvier. Et en décembre, pardon, ils ont annoncé que finalement ça n'était plus nécessaire puisqu'ils avaient trouvé une parade. It's a feature, it's not a bug. Dans lequel en fait au final, Android ne regarde pas en fait la date d'expiration des certificats trustés par le système. Ceux qui sont installés en fait par défaut dans le système, ils ne regardent pas en fait s'ils sont encore valides ou pas. Ils les trustent, donc ils s'en fichent. Et ce qui en fait leur permet de continuer de cross-sign leur certificat root avec une autre CA qui elle est donc présente en fait sur ces vieux systèmes et qui, malgré le fait qu'elle soit plus valable, fera que les certificats émis continueront d'être valides pour ces systèmes-là. Ce qui est une bonne nouvelle, puisqu'honnêtement, ça aurait été sinon assez embêtant, parce que les Android 7, il y en a encore beaucoup en fait sur la planète, malheureusement, donc ça aurait cassé pas mal de parties d'internet, on va dire, pour ces utilisateurs-là, quoi. Ouais, il parle bien du trade-off acceptable que tu as à avoir une chaîne plus longue à valider et plus grosse, mais du coup, continuer à supporter toute une flotte de versions Android, parce qu'il y en a vraiment plein, partout. C'est ça, parce que plus ta chaîne est longue à valider, forcément, plus ça prend du temps aussi à valider. Ta connexion TLS met plus de temps à se réaliser. Alors on parle quand même de quelques millisecondes, mais au final,
Ça reste toujours ça de prix, surtout si ton réseau est pas ouf, le temps que tu télécharges tous les certificats intermédiaires, si on en a en plus, etc. C'est pas voilà. Mais du coup, c'est un trade-off acceptable pour supporter tous les utilisateurs qui allaient être cassés, quoi. Yes. C'est vrai que c'est ça aussi qui nous empêche pour le moment de proprement dégager les vieilles versions de TLS des proto-clever. C'est les vieux Android et nos clients qui ont des clients ou des utilisateurs sur les vieux Android, quoi. Voilà, donc c'est une bonne nouvelle pour tout le monde, on n'a rien à faire et tout va pour le mieux. Ça va juste être un poil plus long, mais on s'en fout. Ouais, voilà, on s'en fout. C'est worth it. On passe au lien suivant, c'est une des documentations web les plus cool disponibles sur les internets, c'est Mozilla Developer Network. On s'était demandé, quand il y avait eu tout un tas de layoffs dans la fondation Mozilla, ce qui allait advenir du portail de doc Mozilla. Et nous avons un début de réponse. Bah, en effet, ils essayent de la rendre plus facile d'accès pour les gens externes, pour la contribution. Et donc en fait là en décembre du coup ils ont switché en fait toute la doc MDN sur GitHub. Alors avant je sais pas dans quoi c'était hébergé, mais globalement avant en fait vous utilisiez un éditeur WYSIWYG pour directement modifier les pages. Et maintenant en fait vous pouvez directement aller modifier le HTML sur GitHub, donc c'est plus accessible probablement. Il y a aussi tout un tas d'outillages en fait qui a été fait autour pour rendre la chose peut-être plus facile et plus simple à éditer, et qui est un peu plus, on va dire, dans les temps aujourd'hui. Enfin, par exemple, vous avez des scripts Yarn pour directement créer une nouvelle page ou déplacer un document, ce genre de choses. Donc c'est un peu mieux intégré. Et dans ce qu'ils vont continuer à faire en fait aussi dans cette refonte, on va dire, de la documentation, ils vont aussi passer du coup du HTML pur qui est aujourd'hui à du Markdown, ce qui encore une fois brise quelques problèmes d'accessibilité à l'édition de la documentation. Moi, je préfère éditer du Markdown que du HTML, personnellement. Donc voilà, je trouve ça plutôt cool. Ouais. En fait, ce qui est très intéressant, ce que je savais pas d'ailleurs, c'est que tu parlais de l'éditeur WYSIWYG. Et en fait, effectivement, avant, toute la doc, les articles et tout, étaient dans du SQL. C'était vraiment un CMS à la WordPress ou je ne sais quoi. Multimédia, donc là, ils ont tout sorti de SQL, ils ont mis ça dans des fichiers qu'ils ont mis dans un repo Git et qui est maintenant beaucoup plus facile à... Pour avoir fait quelques contributions à la doc de MDN, j'avoue que le WYSIWYG, c'est quand même pas toujours... après, c'est facile, mais c'est peut-être plus compliqué si t'en fais beaucoup, je suppose, à suivre tous les changements que tu fais, ça doit pas être évident, quoi. C'est ça. Pour remercier les contributeurs de la doc Clever qui est aussi disponible sur GitHub, et c'est vrai qu'on a des contributions de temps en temps, donc merci. C'est aussi en Markdown, voilà. Qui est dispo en Markdown, effectivement, et voilà. Ok. On va rester dans le monde merveilleux de Mozilla et nous allons passer à Firefox. Cet épisode n'est pas sponsorisé par Mozilla. Exactement. Ouais, vas-y Arnaud, c'est quoi? Pardon, du coup je t'ai coupé, mais... non, je t'en prie. C'est un tweet des Firefox DevTools qui parfois annoncent des features assez cool de leurs Developer Tools. Et là, c'en est une que moi j'ai beaucoup appréciée parce que je m'en servais à l'époque quand j'utilisais Chrome il y a 5-6 ans pour faire un peu de front. Peut-être même plus, bref. Et c'est en fait un indicateur du nombre d'erreurs JavaScript, ou en tout cas du nombre d'erreurs au total que vous avez dans votre page, qui s'affiche maintenant automatiquement dans vos toolbars, en fait, ce qui vous permet d'éviter d'à chaque fois d'aller regarder dans la console si vous avez des erreurs JavaScript. Comme ça, vous avez un aperçu très rapide de la chose, en fait, du nombre d'erreurs. Et enfin voilà, c'était une feature qui me manquait énormément dans Firefox, je trouvais. Enfin, énormément. J'ai réussi à m'en passer, mais là, quand je l'ai eu la semaine dernière, je m'en suis servi très rapidement, en fait, sans même faire exprès. Donc, cool. C'est un petit plus. Cool. Firefox, c'est bien, mangez-en, sauvez le web et faites autre chose que du Chrome. Exactement. Chrome qui, par ailleurs, était un des premiers navigateurs à supporter
le format AVIF, qui est un format d'image, qui débarque dans Firefox Nightly. Je sais plus quelle version. La dernière, de toute façon. La 86, là, ouais. Donc, le principe de la Nightly, mec, c'est la Nightly. C'est la Nightly. C'est ça, c'est mis à jour 2 fois par jour. Et je vous rappelle qu'il y a un très bon support de Firefox Nightly. Vous pouvez télécharger sur Firefox Nightly et vivre sous Firefox Nightly, ça marche. Moi, ça fait 5 ans que je vis sur Firefox Nightly à peu près. Il y a pas de... C'était très rare les fois où j'ai dû supprimer le bordel. Je crois que ça m'a jamais arrivé. Qu'est-ce qu'il y a Internet. Du coup, ouais. Donc, en effet, Firefox Nightly supporte le AVIF. Alors, je vais pas réexpliquer exactement ce qu'est AVIF parce que j'ai pas parfois les compétences pour, mais globalement, c'est un format d'image qui est encore plus compressé, on va dire. Efficient, voilà, merci, que les formats qu'on a actuellement. Ouais, t'as une meilleure qualité pour moins d'espace et moins de calcul, si j'ai bien compris. C'est ça. Quand tu compresses comme un sauvage, c'est mieux. Parce que tu peux avoir des JPEG peu compressés comme un sauvage, mais ce sera dégueulasse. Avec AVIF, ce sera moins sale. C'est ça. A priori, c'est le format du futur de ce que les gens le vendent. Bon, voilà. Et c'est full open aussi. C'est vrai. Il n'y a pas de patent à la con et tout, parce que je rappelle que les images, enfin tout ce qui est format vidéo, format image, la plupart des trucs très courants du web, les MP3, les GIFs et compagnie, c'est quand même que des bidules à la con avec des patents à la con. Enfin, ce bon vieux Fraunhofer Institute. Voilà. Alors que là, tout ça, c'est des formats clean là-dessus. Je tiens à rappeler qu'on avait fait un épisode sur le sujet, si ma mémoire est bonne, où on en parle assez longuement. C'est ça. L'épisode on va vous mettre le lien. Il y a tout un article qui avait été disséqué, on va dire, qui était très très intéressant. Donc si jamais le format vous intéresse, ça peut être pas mal de l'écouter. Yes. Et par contre, leur support initial à Firefox n'inclut pas le support encore des animations, car AVIF est un format d'image qui supporte les animations, tout comme GIF, mais pour l'instant, a priori, ça ne supporte pas les animations. Non, là, c'est un support assez simple de la chose. Vous pouvez juste afficher des images, et il y a encore quelques autres features des AVIF qui manquent aussi. C'est vraiment un support initial, voilà. Mais bon, ça commence comme ça. Hein. Right. On enchaîne avec un blog que j'ai trouvé super sympa à lire, qui est une explication de bug bounty et de comment chercher des failles, entre guillemets, comment chercher des bugs. Je crois que c'est un blog d'Arnaud. Yep. Est-ce que tu peux nous en parler? Donc en fait, c'est l'histoire d'une personne qui fait donc du bug bounty, c'est-à-dire il cherche en fait des bugs, plus précisément des problèmes de sécurité en général, dans des produits pour ensuite les soumettre à l'éditeur et espérer une somme d'argent en contrepartie. Et là, ce qui s'est passé, c'est que c'était une personne qui cherchait à télécharger des vidéos qui étaient marquées comme privées sur YouTube. Normalement, vous n'êtes pas censé pouvoir le faire, c'est-à-dire vous êtes un utilisateur X, vous envoyez une vidéo privée sur YouTube, en étant connecté avec l'utilisateur Y, vous ne pouvez pas la télécharger. C'est le but. Et cette personne s'est dit, ça serait cool si j'arrivais à le faire. Du coup, il a regardé tous les endpoints HTTP de YouTube, de l'interface, comment l'interface, on va dire, communique avec le backend, etc., en remplaçant à chaque fois les ID des vidéos qui regardent par la vidéo privée pour essayer d'en récupérer des informations. Et à chaque fois, il s'est heurté au problème d'authentification, genre, d'autorisation plutôt. Non, tu n'as pas le droit de la regarder. Donc une fois qu'il avait écumé à peu près toute l'interface YouTube, il est parti sur d'autres produits. Il s'est dit peut-être qu'il y a un bug ailleurs. Et il a ouvert un compte Google Ads dans lequel il a commencé à chercher, parce qu'a priori dans Google Ads, tu peux aussi promouvoir, je crois, des vidéos YouTube, etc., dans des pubs. Et il s'est mis à trouver quelque chose dans un endpoint en fait qui permet de récupérer une preview en fait de la vidéo. Il s'est rendu compte qu'il arrivait à récupérer une image, la preview justement de la vidéo privée. Et donc, ce qui était pas normal du coup. Donc déjà c'était un bug en soi, mais bon, une image dans une vidéo quand c'est, je crois que c'est quand c'est 24 fps, c'est ça, on est à 33 millisecondes à peu près on a une image peut-être 33 millisecondes, c'est pas énorme. Et il s'est dit, si je peux faire ça avec une seule image, forcément je peux le faire avec toute la vidéo en récupérant chaque image.
Du coup, c'est ce qu'il a fait, évidemment. Il a réussi en fait à télécharger chaque frame de sa vidéo. Alors la qualité est pas ouf parce que ça reste une preview à chaque fois. C'est pas de la résolution 4K ou whatever, hein. C'est une petite image, mais ça suffit en fait pour voir ce qui se passe à l'écran. Et ça suffit en fait pour reconstituer toute la vidéo quasiment similaire en tout cas, quoi. Donc voilà, il a trouvé ce bug dans un produit en fait qui n'avait quasiment rien à voir avec YouTube parce que c'est un produit qui se sert de YouTube et donc, on peut voir qu'en fait tu peux quand même à cause de tous ces produits autour, etc., tu peux avoir des problèmes dans ton produit, on va dire, initial, tout en utilisant un produit externe. Donc, Ouais, C'est tout le c'est cheminement de pour pensée ça écrit qu'il dans ne faut pas faire d'API privées qui auraient des droits supplémentaires par rapport aux API publics, parce que ça finit toujours comme ça en cacahuète. My two cents. Bref, tout le cheminement de pensée que le mec explique dans son blog est hyper intéressant, plus que le résultat final. Il explique vraiment comment il est arrivé à ça et toute sa démarche. Et ça, c'est vraiment la partie bien écrite pour moi du blog, outre le côté technique, effectivement. C'est vraiment encore une fois, la démarche de comment trouver ce genre de truc. ouais, c'est Et vrai. effectivement, aller voir les third parties, s'il y a des barrières sur l'API Core, il y a peut-être pas les mêmes barrières sur les third parties. Voilà. En général, tu te fais toujours niquer en allant contourner, et tu te fais toujours niquer sur un truc complètement débile. C'est ça. Puis bon, là, voilà, ça se finit bien pour lui. Après, c'est vrai que je sais pas combien de temps ça lui a pris de tout tester, hein, parce qu'honnêtement, il doit y en avoir quelques-uns, tu vois, des endpoints. Il rappelle par ailleurs que quand vous faites ce genre de test, vous devez le faire avec votre propre contenu, sinon c'est pas bien. C'est ça. Vous n'essayez pas de voler des vidéos d'autres personnes, évidemment. Faites-le avec des données que vous contrôlez vous-même. Alors, oui et non. Je tiens à rappeler que dans la loi française, s'introduire et se maintenir dans un stade, un système de traitement automatique de données qui n'est pas le tien, même si c'est pour aller regarder tes données, c'est illégal. Donc faites-le sur un environnement de test et avec l'autorisation des gens dont vous êtes en train de tester la sécurité, sinon vous risquez des reprises de la loi. A priori, dans un bug bounty, ça t'autorise de base forcément à aller regarder. Alors c'est Parce qu'on très dit c'est dans étonnant, le mais bug bounty. la plupart des bug bounty en fait ne Il y a t'autorisent des à rien. En fait, genre si tu trouves c'est sympa, mais en fait on pourrait t'agresser. Ouais. Et genre littéralement c'est ça l'histoire. Et du coup c'est assez touchy cette histoire, mais oui. Désolé. Yes, on passe sans aucune transition à Toml version 1.0. Quentin, Oui. Toml, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un format de configuration, c'est plutôt utilisé pour faire des fichiers de conf, qui est un format qui se veut une sorte de, on pourrait le définir comme une supercharge des formats conf à la base, plus du YAML, plus du JSON, enfin, ça a été conçu pour être lisible et agréable à utiliser avec des concepts de table, des concepts de multi-line en string. Enfin, il y a un peu tout ce qui vous manque d'habitude dans les fichiers de conf qui est fourni. C'est des donc une commentaires. spec, ouais, voilà. C'est une très bonne Surtout, spec. Moi, c'est je le m'en point sers. mis en mieux. Voilà. C'est une très bonne spec. C'est la spec que vous allez retrouver quand vous faites des cargos, puisque en Rust, le cargo est un cargo.toml. Moi, je vous recommande ce truc-là, je le trouve bien. Et il faut savoir que la version précédente, c'était la 0.5 de Toml, qui datait de 2018, et en 2020 a été fait un gros boulot pour aller en 1.0. C'est essentiellement du nettoyage, du polish et du ménage. C'est aussi un nouveau site web. C'est vraiment, enfin, il n'y a pas d'innovation dans le Toml, c'est vraiment du cleanage, et ça vous permet de vous dire que le format est aujourd'hui mature. Voilà, Toml est mature. C'est ça la news. Et on rappelle qu'il est possible de générer du TOML à partir de DAL. De DAL, ouais, faites du DAL. C'est un langage de configuration, c'est pas un format de texte de configuration, c'est un langage de config qui permet de pondre du YAML, du JSON, du TOML, etc. Nous, pour la petite histoire, on s'en sert pour un certain nombre d'informations qui finissent à la fin dans une feuille Excel. Si vous demandez notre registre des traitements GDPR, il est fait comme ça.
Quentin, tu voulais nous parler de Another Redis Desktop Manager, qui est un front desktop pour Redis. Tout à fait, dans le côté un peu les outils de l'épisode, j'ai trouvé ce nouveau client Redis. Donc on est sur une petite webisation, hein. On est sur bonjour, tu vas embarquer un Chrome avec toi pour commencer. Donc c'est pas un client léger. Par contre, c'est un client qui a toutes les features, qui est du coup cross-platform et qui vous permet de faire ce que vous avez à faire dans votre Redis. Et comme des fois sur les NoSQL et les DB alternatifs, l'outillage est toujours des fois un peu branlant. Bah voilà, je l'ai trouvé plutôt sympa, je l'ai lancé, je l'ai un peu utilisé, pas extensivement traillé, mais ça peut filer un coup de main. Encore un outil desktop basé sur Electron. Once again. Ouais, c'est ça. Est-ce que Oui, tu avais mais regardé ta aussi. console de RAM quand tu l'as lancé? Non, mais non, mesquin. mais je 64 bits de suppose RAM, qu'elle est c'est bon, forte. tu Tu vois. sais. C'est mesquin. On termine par un lien rigolo. Enfin, rigolo. Je sais pas si les mecs, pendant qu'ils étaient en réunion, se marraient beaucoup côté Un lien Microsoft. d'histoire. Un lien d'histoire. Qui va en parler? Quentin, tu vas en parler? Ouais, en fait, c'est les anciens, c'est l'ancien directeur ou c'est le directeur, je sais plus, mais des relations avec des third parties de Xbox de chez Microsoft, qui raconte que en fait, quand ils ont commencé le projet Xbox et qu'ils ont voulu attaquer sérieusement le marché de la console chez Microsoft, une de leurs idées, ça a été de dire, ok, on va acheter Nintendo. Ils sont beaucoup plus petits que nous, ils sont pas nécessairement en position de force, on va aller acheter Nintendo. Et donc ils C'est ont à pris l'époque où l'avion. Nintendo prenait très très cher post N64 par Sony les avait laminés. Ouais, puis Microsoft venait de dynamiter le marché en vendant ses consoles à perte, hein, parce que je rappelle que les deux premières générations d'Xbox étaient complètement vendues à très grosse perte, les jeux étaient vendus à perte, tout était vendu en perte. C'était bonjour, on arrive sur le marché, on veut notre place, et we buying the market. On achète le marché, on achète le marché. Et Toute ressemblance avec, avec l'industrie du cloud, évidemment. mais c'est une grande théorie américaine qui est de dire genre on va acheter le marché. Je trouve que c'est pas sain et ça devrait être régulé, mais admettons. Et en fait, Big up au patron de la BPI, on en a pas parlé, mais big up au patron de la BPI qui a dit que les boîtes françaises avaient besoin des services gratuits des boîtes américaines. et globalement, la grande idée de Microsoft, donc c'était de 2000, hein, tu vois, donc c'était il y a 20 ans en fait. Sega était Microsoft, déjà mort. Enfin, c'était la fin de la ouais, Dreamcast. Sega était devenu un éditeur de jeux. Il faisait plus de matos. ouais, ils font encore beaucoup de matos au Japon. Ils vendent dans les salles d'arcade au Japon. Ce qui est un énorme marché, hein. Je rappelle que le Japon est la troisième économie du monde et que en fait, juste les salles d'arcade au Japon, vu que chez eux c'est culturel, c'est un putain de marché. Mais c'est très étonnant quand t'arrives à Tokyo. En fait, t'as un quartier Sega avec plein de tours. Tu vois des très hauts buildings avec marqué Sega en gros. Et toi t'es là genre mais Sega, c'était pas cané cette histoire? Non, en fait ils vont très bien au Japon. Tu vois, ils sont japonais, ils font des trucs pour japonais dans leur marché, ils vont très bien. Et du coup, donc en janvier 2000, t'as les mecs de chez Microsoft qui débarquent chez Nintendo en disant on va acheter Nintendo, et en leur disant globalement a priori vous savez faire des jeux Mario, tout ça c'est sympa, par contre vous êtes nuls en hardware, laissez-nous faire, et puis ça ira bien. Et en fait a priori ce qui s'est passé, c'est que la totalité des gens de chez Nintendo sont partis d'un fou rire incroyable dans la réunion, d'a priori une grosseur, un truc genre vous êtes trop drôle. Et en fait, Microsoft est reparti sans savoir que les mecs étaient sur le point de lancer la, la, la Wii, où en fait, Nintendo avait un vrai plan, et factuellement, leur plan a quand même vachement bien marché. Mais si tu veux, je pense que c'est le turn down d'acquisition parmi les plus drôles, parce qu'a priori, juste, les mecs étaient explosés de rire face aux mecs de Microsoft qui proposaient de les acheter, quoi. L'histoire est assez amusante, ça a 20 ans, c'est de l'histoire, c'est marrant. Right, on va passer au son de la semaine. Je suis de 1 à 5, Juju de 6 à 10, Quentin de 11 à 15 et Arnaud de 16 à 20.
Il faudrait une webcam pour que les gens voient le résultat de mon dé. J'ai fait 12. J'ai dit quoi? Quentin Adam, je crois. J'ai dit 11 à 15. C'est moi? Il me semble. Et là, en fait, je suis au moment où je me rends compte que j'ai déjà présenté cette track dans une playlist. En fait, je viens de m'en rendre compte. Donne à Arnaud. Je donne mon Quoi truc à Arnaud. Il est trop bien, celui d'Arnaud. Après, on dirait que c'est truqué tout ça. façon, Musique faite par un DJ français, NTO, qui fait pas mal de mix et d'autres compos perso, etc. Et celle-ci est l'une de mes favorites, on va dire. Je sais pas, elle est assez connue, je crois, mais ça fait toujours du bien. C'est un peu d'électro, c'est chill, voilà. Ok. Écoutez, merci à vous d'avoir participé. Merci à tous nos auditeurs de nous avoir écoutés. Je vous rappelle qu'on prend les crowdcasts et que les invites sont complètement open. Si vous voulez participer à un message à caractère informatique, envoyez-moi un mail. Et avec tout ça, on vous dit à la semaine prochaine. Au revoir. Salut. Bonne journée, au revoir.